Il y a un peu plus de 3 ans, je faisais l'acquisition de cette voiture, une Méhari de 1977, qui venait remplacer la 206 Plus que j'utilisais tous les jours pour aller au travail. Et si j'ai fait le choix d'acheter cette voiture, c'est parce que j'en cherchais une qui était un peu plus originale, un peu plus vintage aussi, et surtout, je cherchais quelque chose que je pouvais réparer assez facilement sans forcément avoir de compétences en mécanique. Parce qu'une Méhari, c'est équipé d'un moteur de 2 chevaux. C'est quand même ce qu'il y a de plus simple et de plus abordable, justement, quand on n'y connaît pas grand-chose en mécanique. Ça permet, par exemple, de commencer à régler des culbuteurs. Ça peut être aussi de régler un allumage ou, pareil, de contrôler un carburateur qui se trouve juste en dessous de ça. La Méhari, c'est pas forcément la Citroën la plus connue du grand public, déjà parce qu'elle était en plastique, donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui devait l'acheter. Mais aussi, c'est parce que à l'intérieur, c'est pas forcément tout équipé, c'est assez spartiate. Alors pendant un an, j'étais très contente de rouler avec tous les jours, y compris en hiver. Sauf qu'à un moment, je me suis dit que j'aimerais bien la même chose, mais disons en un peu plus étanche. Et j'ai trouvé ça. Alors cette voiture-là, quand je l'ai récupérée, elle ressemblait pas du tout à ça. Loin de là. Quand je l'ai récupérée, elle était vraiment pas dans cet état parce que en fait, j'ai dû la restaurer de A à Z. Sur cette 2 chevaux, j'ai commencé par toute la partie mécanique. J'avais restauré un châssis qui était déjà d'origine et plutôt en bon état. Je me suis occupée du tout le train roulant. J'ai changé des freins. J'étais très contente. C'était la première fois que je le faisais. Et surtout, j'avais ouvert le moteur de la 2 chevaux en deux pour changer les pistons, tout ça. Non, vraiment, j'étais très contente à ce moment-là. Et surtout, le gros challenge que j'ai eu là-dessus, c'était de faire toute la tôlerie. Parce que la caisse était vraiment dans un état déplorable, un peu comme beaucoup des 2 chevaux qu'on récupère aujourd'hui. Il a fallu changer tout le soubassement, donc c'est le bas de caisse, c'est le fond de coffre, c'est le plancher de pédalier, c'est les planchers. Et encore, j'aurais pu changer beaucoup plus de choses avec du recul, mais bon. J'ai réussi à faire tout ça, j'ai fait la peinture moi-même. Et puis là, ça va bientôt faire 2 ans que je roule tous les jours avec. C'est vraiment ma voiture de tous les jours, j'ai rien d'autre à part celle-là et la Méhari. Donc je l'utilise pour aller faire 2-3 courses, pour aller au sport, pour aller voir ma copse et parfois même pour participer à des événements qui sont à plus de 500 km de la maison. Rouler tous les jours en 2 chevaux, ça a à chaque fois été un immense plaisir. Et franchement, sans exagérer, je pense que ça a même été un peu une forme d'accomplissement. Avec mon travail de youtubeuse mécanique, je suis souvent invitée à des événements qui sont assez loin de chez moi. Mais surtout, je suis quand même souvent amenée à devoir acheter des pièces et pas non plus très près de chez moi non plus. Et quand je fais tous ces kilomètres en 2 chevaux, c'est souvent du 5, 8, 10, 12 heures de route. Alors je prends quasiment que les nationales parce que l'autoroute ça reste assez dangereux avec cette voiture parce que la carrosserie est tellement fragile qu'au moindre accident, c'en est terminé pour moi et j'ai envie de vivre encore un peu. Mais bon, malgré ça, j'ai quand même toujours aimé faire ces longs trajets, surtout avec celle-ci. Un peu moins avec la dernière que je viens de restaurer parce que après celle-ci, j'en ai fait une autre un peu plus ancienne, mais je crois que c'est un peu moins mon délire. Et comme en fin d'année, j'ai vraiment beaucoup enchaîné les longs trajets, je me suis dit que pour le temps, pour ma sécurité, mais aussi pour mon argent, il fallait quand même que je trouve une autre solution. Cette solution, au final, elle est assez simple, c'est de m'acheter une nouvelle voiture. Les critères qui sont importants pour moi, c'est déjà d'avoir une voiture un peu plus grande. Comme ça, si je cherche des pièces, je suis pas trop embêtée, je peux charger assez facilement et assez lourd. Parce que celle-ci, je peux pas charger non plus trop lourd. Et la deuxième chose, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus moderne, un peu plus confortable, de façon à pouvoir faire plusieurs heures de route sans me casser le dos et sans être trop fatiguée. Après l'identification de ce besoin, je me suis dit, quelle voiture je peux bien choisir? Alors si le nom de ma chaîne c'est la chevronnée, c'est parce que j'aime bien la marque Citroën. J'ai vraiment appris à beaucoup l'apprécier. Par rapport à mes critères et sur la plage d'années que je veux, il y a la DS, il y a la SM, il y a la CX, il y a la GS, la BX et la XM. Alors j'ai assez vite fait une croix sur la DS et la SM parce que c'est beaucoup trop cher. Ensuite pour la GS et la CX, et là aussi il faut compter je crois entre 3 et 5 000 euros pour trouver quelque chose qui roule plus ou moins tout de suite où il n'y a pas grand chose à faire. Et la dernière option, c'est la BX. C'est surtout la voiture qui correspondait le mieux au budget que j'avais, à savoir 800 euros. Parce qu'à la base, c'est pas une voiture qui me plaît trop et j'ai même souvent dit qu'elle était moche. C'est sûr qu'en la comparant à la 2 chevaux, une BX c'est une voiture qui est très carrée,
Alors que la 2 chevaux, elle est tellement arrondie. Je veux dire, c'est pas du tout le même genre et à choisir, je disais, bah, moi je veux ma petite 2 chevaux, quoi. Bon, au final, j'ai mis toutes ces considérations de côté, mais quand même, pendant 2-3 jours, j'arrêtais pas de regarder les photos en me disant, je vais essayer de me convaincre qu'elle est belle. Et franchement, en vrai, au bout de 2-3 jours, bah, ça a vraiment marché. À force de regarder des photos bien prises, qui les mettaient bien en avant, je dis, en vrai, je crois que je l'aime bien. Alors, s'en est suivi le truc de base quand on cherche une voiture. J'ai mis une alerte sur le bon coin, BX de moins de 1000 €. J'ai choisi une diesel, comme je me suis dit que j'allais faire beaucoup de routes, tout ça. Et ben, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent des BX parqués dans des jardins toutes vertes. Je me suis dit, bah, ouais, ça donne pas trop envie. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai qu'à poster une story sur Instagram. Il y a forcément des gens de mon coin qui connaissent peut-être quelqu'un qui vend une BX ou qui compte la vendre. Là, il y a quelques jours, quelqu'un m'a répondu et m'a dit, bah, j'ai une BX à vendre dans ton budget. Est-ce que ça t'intéresse? Et je lui dis, mais grave quoi. Mais avant de me déplacer et de faire la route pour aller voir cette BX, ce que j'ai fait, j'ai généré un rapport car vertical pour être sûr que par le passé, ben, il n'y avait pas trop de gros soucis, quoi. Avec car vertical, on peut avoir accès à un rapport détaillé sur l'historique d'un véhicule. Grâce au numéro VIN ou aux plaques d'immatriculation, on peut savoir si un véhicule a été accidenté, si le compteur kilométrique a été trafiqué et pire encore si la voiture elle a été volée. Par exemple, si j'avais voulu acheter une C5 comme tout bon citroëniste qui se respecte et que j'étais tombée sur cette C5 là, j'aurais pu voir qu'elle a loupé son dernier CT, mais aussi que son compteur kilométrique a été trafiqué, passant de 353 000 à 196 000, mais aussi qu'elle a eu un usage commercial puisqu'elle a été taxi pendant quelques années. Mais bon, après une Citroën, c'est tellement confortable que c'est normal que ça finisse en taxi. Et si vous aussi vous souhaitez connaître l'historique d'un véhicule que vous avez ou que vous allez acheter, vous bénéficiez de moins 20% avec le code MAIVA20 sur votre rapport car vertical. Si comme pour ma BX, le rapport ne trouve aucune information, l'avantage c'est que vous êtes remboursé automatiquement. Parce que oui, la BX que j'ai trouvée, elle présente vraiment super bien. Apparemment, il n'y a pas trop de problèmes. Et surtout, j'ai reçu quelques photos que je vais vous montrer. Elle ressemble à ça. C'est une BX19 TRD. Alors au début, je pensais que TRD, ça voulait dire turbo. Mais non, pas du tout. Elle est juste diesel tout court. Sinon, il y aurait écrit turbo dessus. À l'arrière, elle ressemble à ça. Elle a même un petit béquet. Vraiment, je la trouve trop mignonne. Ça fait quelques jours que j'ai photo, je suis très contente. Et je vais vous trouver une petite photo. Alors ça c'est la photo de loin. Et il y a une petite photo de l'intérieur. Moi j'aime beaucoup, je trouve vraiment très jolie. Donc voilà, apparemment il n'y a pas trop de problème. Le monsieur me la laisse pour 500 €. Donc ça c'est vraiment très bien. Comme ça, le petit budget que j'ai en plus, je vais pouvoir l'utiliser soit pour acheter des pièces ou même pour faire les papiers au final. Moi, je vais la voir dans quelques jours, donc j'ai très hâte. Je pense que elle va me plaire et que je vais rentrer avec. Ça y est, c'est officiel, je suis une BX girl. Je suis très contente. Je suis rentrée avec par la route, il y avait environ 3 heures et il a fallu prendre les petites routes parce que il y a 2-3 petits problèmes sur la voiture qui font que j'allais pas prendre l'autoroute et prendre de risques. Et justement, avant un petit peu de vous présenter c'est quoi cette voiture, qu'est-ce qui est bien, l'intérieur, tout ça, je me suis dit que le plus important c'était déjà de régler ces problèmes. Et donc je vais commencer avec un petit check-up des trucs à faire. Bon, les principaux problèmes à régler sur cette voiture se trouvent sous le capot. Alors, bon, le premier truc à faire quand on récupère une voiture et qu'on n'a pas les factures, c'est de faire la vidange. J'ai une petite étiquette qui me dit que ça a été fait à 331, mais en fait le compteur il est bloqué. Premier problème. Et ça je vais encore vérifier, mais j'avais l'impression que la courroie de l'istrée était en bon état. Il y a des petits caches à enlever, ça se voit assez rapidement. Mais surtout, le gros problème sur cette voiture, c'est les sphères et donc les suspensions. Ok, petit essai routier pour voir à quoi ça ressemble les suspensions HS de la BX. Il faut savoir que normalement Citroën ils sont spécialisés dans tout ce qui est suspension. C'est censé être un petit nuage. On n'est même pas censé sentir la route comme là par exemple. Avec les sphères HS là, la moindre imperfection on la sent. Ce qui fait que quand je passe sur un petit trou, ça va faire un rebond, mais ça va le faire 10 fois le rebond. Et là ça va. Bon, le compteur est cassé là. Je peux pas voir à combien de kilomètres/heure je roule, mais à 60 ça peut vachement vite faire peur si c'est un gros trou. C'est pour ça que là je peux pas l'utiliser parce que je peux pas prendre l'autoroute. Et vous imaginez bien que ça passe pas vraiment le CT. Là on va arriver sur une route et on va plutôt bien le sentir.
moi ça me fait rire, mais le problème c'est que je vais pas tirer la voiture longtemps avec ça. Sinon franchement c'est très confortable quand même. Des petits rebonds confortables. Résultat des courses, j'ai commandé 5 sphères et ce que je vais faire, je vais les changer sur un pont. Ok, il y a de fortes chances que depuis le début vous demandez c'est quoi ces histoires de sphères, c'est quoi le rapport surtout avec la suspension, et surtout qu'est-ce que c'est que ces petites grenades grises qui se trouvent juste là. Eh bien je vais vous l'expliquer, mais juste avant ça il faut que je vous parle de qu'est-ce qu'une suspension sur les voitures normales on va dire. De façon générale, les voitures dites standards sont équipées d'une suspension qui ressemble à ça. C'est composé d'un ressort, d'un amortisseur, d'une bielle de direction, d'un triangle de suspension et d'une barre anti-roulis. Et ce type de suspension, ça s'appelle une suspension McPherson. Sauf que Citroën, eux, ce qu'ils se sont dit à partir des années 60 et 70, c'est que les amortisseurs hydrauliques, ça les intéressait pas, et encore moins les ressorts. Alors eux, ils ont plutôt opté pour ça. Un espèce d'amortisseur réglé par une sphère qui contient du gaz et du liquide LHM, ce qui donne cette configuration-là sur une BX à l'avant, et cette configuration-là sur une BX à l'arrière. Et ce type de système a équipé la DS, la SM, la GS, la CX, la XM, la Xantia, la C5, la C6 et la VX. Alors comme ça peut paraître un petit peu abstrait, mais il existe un petit film d'époque que je vais doubler avec ma voix pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre. Aux êtres vivants, on a emprunté le mécanisme circulatoire. Pulsation du cœur, pression constante dans les artères. Cette fonction vitale est assurée par un système central. La pompe, l'accumulateur, le réservoir maintiennent sous pression constante l'huile en circulation. Ce cœur mécanique est relié au bloc de suspension de chaque roue qui comprend une sphère, mi-gaz, mi-huile, un piston solidaire de la roue, un bras de levier actionnant le clapet correcteur de hauteur, véritable verrou qui commande les relations entre circuit central et sphère. Si l'on charge la voiture, le piston comprime le gaz et l'huile sous pression libérée par le clapet pénètre dans les sphères et repousse le piston. La voiture revient donc doucement à son niveau. Quel que soit le point chargé, le même phénomène se produit. Le cœur mécanique permet donc à la voiture de retrouver sa ligne de flottaison à hauteur constante au-dessus du sol. Si l'on décharge la voiture, le gaz comprimé se détend, l'excès d'huile retourne au réservoir, la voiture retourne à son niveau. Les bosses et les petits caots n'influencent pas le clapet du correcteur de hauteur. Dans les sphères, un dispositif de laminage amortit les mouvements de l'huile. Les balancements parasites, les plongées brusques sur coup de frein sont éliminés par le durcissement automatique des trains avant ou arrière. Ainsi, la suspension hydropneumatique a supprimé tous les éléments métalliques de la suspension classique. Tout ça pour vous dire que si je dois changer les sphères de ma BX, en fait c'est juste qu'il n'y a plus de gaz dedans et qu'il faut les changer par des neuves. Pour ce faire, j'ai commandé 5 sphères neuves, dont une sphère accumulateur, et j'ai sollicité un monsieur dans le village qui a une DS et qui connaît plutôt bien le sujet. Parce que pour le changement, il y a quand même une méthode à respecter. La première étape, c'est de mettre les sphères sous pression. C'est possible grâce à un petit levier qui règle la hauteur de la BX. Après ça, il faut lever la voiture pour avoir accès aux 2 sphères qui se trouvent à l'arrière, qu'il va falloir juste défaire pour extraire la pression. Ensuite, il faut faire pareil à l'avant et à la toute fin, la sphère accumulatrice. Ensuite, la troisième étape, ça va être d'enlever complètement la sphère et tout de suite remettre la neuve avec un nouveau joint. Pour finir, il faut bien les revisser, mais pas trop non plus. Et pour terminer correctement le chantier, ce qu'il faut faire, c'est enlever le bocal qui contient tout le LHM, le vider, le nettoyer, en particulier les petits filtres qui se trouvent dedans, le re-remplir avec du nouveau liquide LHM. Ça correspond environ à 3 ou 4 litres. Et pour finir, il faut faire tourner le moteur jusqu'à que tout le circuit soit de nouveau sous pression. Et il est temps de voir ce que ça donne. 5 nouvelles sphères sur une BX. Et honnêtement, dès que je suis sortie du garage, j'ai directement senti la différence. C'est un truc de dingue de se dire que 5 pauvres petites sphères avec un petit peu de gaz et un petit peu de liquide LHM, ça fait toute la suspension d'une voiture. Je trouve ça assez dingue. Là, je reprends exactement la même route que j'avais pris lors du premier essai. Il n'y a plus aucun rebond, c'est le big confort, incroyable, vraiment un confort princier. Là on va faire le test, les deux côte à côte, voir les vibrations.
exactement de ce que c'était ces dizaines de rebonds, mais bon, c'était vraiment pas aussi confortable que ça, et même ça, c'est 3000 fois plus confortable qu'une voiture normale, donc non, vraiment, je suis très contente. Hein. C'est vraiment je pense, c'est quoi environ un peu plus de 300 € les mieux investis quand même dans cette voiture, je pense. Maintenant que ce magnifique véhicule est équipé et a sa suspension à 100% de sa qualité et de sa fonctionnalité, je voulais montrer un peu les différentes configurations qu'elle peut avoir en termes de hauteur, parce qu'elle le peut justement grâce à ses sphères, et un peu voir la suspension quand c'est là à plat. Ça c'est la configuration, on va dire, de base à utiliser tout le temps. Donc ça secoue bien. Ça bouge vraiment. Hein. Passons à la position un peu plus haute. Donc une fois que j'active ça, elle va commencer à remonter tout doucement. Faut que j'accélère, sinon on va y passer des heures. Maintenant, nous sommes en position 3, c'est-à-dire la position un peu plus haute, au cas où il y a un peu de franchissement à faire. Et là, il y a la position dit agricole, la position, la BX, elle passe sur tout ce qu'il y a. Hop. Là, à mon avis, on y est. C'est pas forcément, je trouve, le moment où c'est la plus jolie. Et du coup, là, elle devient genre super dure, quoi. Là, ça bouge plus. Hein. Ça ne bouge plus du tout. Donc ça, c'est la position 4. La position, on franchit tout. Là, on va passer à la position la plus jolie. Là, on est sur la position la plus basse de la BX. En théorie, il ne faudrait pas du tout rouler comme ça, ou il faudrait rouler à 5 km/h. C'est surtout pour la partie, ils disent atelier. Mais sinon, là, c'est vraiment juste pour la beauté et pour faire des petites photos au pire. Mais est-ce que ça secoue beaucoup au final? Ouais. Bah là, elle est aussi super dure. Ouh. La revoilà en configuration normale. Et en fait, c'est comme ça qu'elle va être 99,9% de sa vie, parce que en soi, du franchissement, il n'y en a pas tellement non plus. On va pas se raconter de salade. La BX, ça fait déjà quelques semaines que je roule avec. Une fois que j'avais fait les sphères, je me suis dépêchée de faire la vidange. Hop, bah, tout noir. Le filtre à gasoil. J'avais aussi changé 2 pneus à l'arrière qui étaient plus tout à fait très bons. Et surtout, je suis allée au CT pour pouvoir faire des nouveaux papiers le plus vite possible. Je l'ai aussi mise en collection. Donc changer aussi les plaques d'immatriculation qui étaient encore à l'ancienne avec le numéro de département à la fin. Tout ça, je l'ai fait assez rapidement parce que j'avais un long trajet de prévu et je voulais pouvoir le faire en BX. Ce qui fait que j'ai déjà pu me familiariser plutôt pas mal avec cette voiture que j'aime beaucoup. Alors j'ai pas fait que me familiariser avec. Déjà il y avait eu 2-3 petits trucs quand je suis allée au CT que j'ai vu qui allaient pas trop. Des caoutchoucs, des fuites par-ci par-là. Je savais qu'il va falloir régler. Mais surtout il m'est arrivé 2-3 petites choses qui font que bon il y a eu quelques problèmes. Quand j'ai acheté la BX, le seul problème réellement identifié, c'était cette histoire de suspension qui a été réglée avec le changement des sphères. Les autres choses dont je me suis occupée, ça a été au final la vidange et le filtre à huile. Une fois que je me suis occupée de ce filtre à huile, j'ai commencé à avoir des petits problèmes de démarrage. Et de là, je me suis dit qu'il y avait forcément une bulle d'air, sûrement due à une mauvaise purge. Donc la première étape, ça a été d'utiliser cette vis pour faire une purge du filtre à gasoil. Sauf que là, en fait, ça ne fonctionnait toujours pas. Alors moi, j'avoue, je m'y connais pas trop en diesel. Donc j'ai quand même posé quelques questions à mon père. Mon père m'a dit, ce que tu fais, t'ouvres les injecteurs. Donc c'était une espèce de purge via les injecteurs. Sauf que, en fait, ça allait toujours pas mieux. Au final, ces petites bulles d'air, ça me dérangeait pas non plus tellement que ça. C'est juste que la voiture, elle démarrait avec 2 à 3 coups de clé contre un coup de clé
au tout début. Sauf qu'à un moment c'était 4, 5, 6 coups de clé et il m'arrivait même quand j'étais rincé dès le passage ou à un stop, que la voiture elle s'arrête net. Et il fallait encore redémarrer un nombre de fois vraiment incalculable. Et le pire du pire, ça a été un moment quand j'étais sur l'autoroute et qu'il y a eu un ralentissement. Et que là, la voiture s'est coupée, le trafic reprenait. Ça commençait vraiment à devenir dangereux, cette histoire de bulle d'air. La première des choses qui a été faite, ça a été de prendre cette durite qui venait du réservoir et celle-ci, de les connecter directement, donc sans passer par le filtre à gasoil pour savoir si c'était ça le problème. Alors, sans surprise, c'était pas ça le problème non plus. Donc à partir de là, ça coinçait un peu parce que j'avais pas forcément d'idée sur d'autres prises d'air possibles, en sachant que avant de changer le filtre à gasoil, il n'y avait pas de problème. Ça en est suivi plusieurs heures à chercher des diagnostics de panne sur internet. J'ai regardé quelques forums et j'avais pas forcément trouvé de problème. La seule chose dont ils parlaient, ça pouvait être à la limite le socle du filtre à gasoil qui serait un truc de base en problème sur la BX. Un moment après 3 jours où je pouvais pas utiliser ma BX, j'ai quand même commencé un peu désespérée. Et il s'avère que quand j'avais posté mon annonce où je recherchais une BX du coup sur Instagram, c'était un monsieur qui m'avait contacté. Et ce monsieur-là, c'est lui qui m'avait dit va voir telle et telle personne, cette personne-là a une BX. Et au final, j'ai continué de garder contact avec lui parce que j'avais cru comprendre que c'était un expert en BX. Donc je lui explique tous les symptômes de la BX, je dis il y a tel et tel problème, ce que je comprends pas c'est que ça s'est fait après que j'ai changé le filtre à gasoil. Et là il me dit non mais attends, tu arrêtes tout de suite, ton problème c'est exactement ça là. Le réchauffeur de gasoil qui se trouve derrière le bloc moteur. Apparemment c'est un truc qui peut arriver souvent sur les BX diesel, c'est ce fameux du coup réchauffeur de gasoil qui a des petits tubes en laiton qui se dessertissent et à partir de là il y a de l'air qui rentre. Et je pense que quand j'ai changé mon filtre à gasoil, j'ai peut-être un peu trop tiré sur la conduite. Ça devait être bien stabilisé pendant très longtemps et à partir de là, ça a été un peu le chaos. Au final, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas eu besoin de racheter une nouvelle pièce ou d'attendre d'en recevoir une. J'ai juste relié la conduite qui venait du réservoir et celle qui allait au filtre à gasoil. Disons que j'ai chanté tout ça. Et en fait, à partir de là, ça y est, la voiture, elle redémarrait au premier coup de clé. Après ça, j'ai eu un problème de type carrosserie. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais je suis quand même une fille plutôt maladroite. Un des premiers incidents qu'il y a eu, mais bon, qui a en fait pas fait de dégâts, c'est quand j'ai voulu faire une manœuvre dans un chemin à côté d'un champ et que j'ai mis la BX dans le ravin. Heureusement c'est dans le village, donc j'ai pu demander à un agriculteur de me sortir de là. Donc ça c'était déjà pas mal parce que je me suis embourbée, c'était assez compliqué. Deuxième incident qui là a déjà fait un peu plus de dégâts, c'est quand je me suis rendue au bureau de carte grise. Que je me suis garée de manière tout à fait standard. J'ai pas forcément regardé ce qui se passait autour de moi. Et qu'en ressortant de ce bureau de carte grise, j'avais complètement oublié qu'il y avait un poteau électrique juste à côté. Donc je me suis mise comme ça. J'ai fait ma petite manœuvre pour reculer. Et en fait, il y avait tellement de trafic que moi, je pensais plus à est-ce que je vais me prendre une voiture ou est-ce qu'il y a un cycliste qui va passer et je vais faire un accident. En oubliant que juste ici, là, il y avait un poteau. Et en fait, j'ai massacré mon aile, mais vraiment massacré. En plus de ça, ça a complètement déformé le garde-boue. Donc forcément, ça frottait contre la roue et j'ai dû arracher ça. Donc mon garde-boue, il est foutu. Mais dans tout ce malheur, l'avantage, c'est que ma BX, elle est vraiment du coloris hyper commun, phase 2, donc aucune difficulté normalement à trouver une aile. Alors il y a quelques jours, j'ai passé une annonce sur Instagram où je demandais si quelqu'un n'avait pas une aile avant-conducteur gris clair en rab. Je vous le donne en mille. Qui c'est qui m'a répondu? Le grand spécialiste de la BX, le grand JP. Alors il m'a répondu que il avait une aile gris exactement comme je cherchais. Et que du coup, il avait encore pas mal de pièces de BX qui pourraient m'intéresser, notamment un capot en rab, parce que le mien, il est vraiment dans un sale état, il est tout pas beau.
Et surtout, il en aurait un en métal alors que le mien, il est en plastique et c'est pas terrible. Donc, il habite à 3 heures de chez moi. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, ce serait une bonne idée de réparer mon compteur. Et ce qui va être pas mal, c'est que je vais pouvoir avoir peut-être quelques conseils et quelques recommandations sur qu'est-ce qu'il faut changer et qu'est-ce qui peut peut-être lui paraître un peu douteux, quoi. Alors, il y a une petite spécificité sur la BX, c'est que les câbles compteurs, en fait, sont séparés en deux. Donc, j'avais soit le choix, soit c'était le câble côté compteur qui était cassé, soit côté boîte de vitesse. Et en fait, en les désolidarisant, je me suis rendu compte que c'est le câble côté boîte de vitesse. Bon, après, je suis à côté compteur, il est aussi un peu abîmé, mais là, je rebranche, mais à mon avis, ça va pas marcher. Remettre le moins. Ah, j'ai froid. Bon, petit essai routier pour voir si ce que j'ai fait, ça a servi à quelque chose. Et sans surprise, en fait, c'était pas le bon côté du câble que j'ai changé. Mais bon, c'est pas grave, au moins c'est fait. Ça m'embête un peu parce que ça fait quand même plusieurs jours que je repoussais ça. Je pensais que ça allait être super compliqué d'enlever toute la partie compteur et au final, non. Ça a été fait en une demi-heure. Ce qui est moins rigolo, c'est que j'avais que commandé le câble pour la partie compteur et pas pour la partie boîte de vitesse, donc bon, je suis coincée. Je peux pas régler mon problème là tout de suite. Tout ce qui me reste à faire là, c'est faire 3 heures de route pour redonner un peu de dignité à ma belle X. Merci. On fait vite le capot alors? On fait vite le capot. Ouais, il est en métal trop long. Ouais. Ah. Ça c'est solide. Elle est de nouveau toute belle. Non, je suis très contente d'avoir pu régler ça assez rapidement parce que c'est vrai qu'elle avait quand même une drôle de tête. Et surtout un grand merci à JP qui a quand même consacré une partie de sa journée pour me dire comment je pouvais changer mon aile tranquillou. Il m'a redressé un petit truc à l'avant et puis du coup il m'a trouvé tous les éléments, donc ça c'est vraiment très cool. Et surtout moi je lui ai dit t'en penses quoi de ma petite BX là pour 500 €, tu trouves c'est pas mal? Il m'a dit ouais. Parce que depuis le début là j'arrête pas de raconter mes problèmes, mais ma BX c'était quand même ça quoi. Oh my god. Bon là elle est un peu neige mais si on enlève là tout ce qu'il y a dessus, hop. Franchement niveau peinture, niveau bosselage tout ça, elle est quand même vraiment dans un super état. Le seul truc où je me suis dit bon c'est un peu chiant, c'est ça là. Parce que avant d'être équipée de ce magnifique stickers, ma BX était équipée d'un autre stickers pas très beau que je me suis dit tiens, il est pas beau, je vais l'enlever. Et en fait quand je l'ai enlevé, j'ai découvert un énorme trou de cette taille là je pense. Pour l'instant la solution ça a été de remettre un stickers, mais bon, un jour je vais m'acheter un petit truc de fibre et puis je vais réparer tout ça. Au début je voulais changer toute la malle arrière, mais bon, je me suis dit c'est quand même un peu dommage, sinon elle est en bon état quoi. Surtout que j'ai un magnifique béquet
Oui, mais bah, tant qu'on y est, je vous montre tout l'intérieur de la BX. Waouh! Capacité de coffre absolument énorme. On peut mettre des courses pour une famille de 5. C'est vraiment absolument génial. En plus, on peut même rabattre les sièges, ça fait quasiment un utilitaire. Le truc trop bien qui a été rajouté, bon pour l'instant c'est des branchements un peu aléatoires, mais cette belle plage équipée de haut-parleurs de très bonne qualité. Et surtout ces petits stores très pratiques en cas de coucher de soleil un peu trop agressif. Ensuite, pour la partie arrière. Bah, c'est carrément super confortable, à tel point que tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année 2026, d'ailleurs, bonne année au passage, bah, c'est d'être passager dans une voiture aussi confortable que cette BX. Sinon, à l'arrière, en termes d'options confort, on a le petit vide-poche complètement détendu, l'arbre magique qui commence un petit peu à dépérir. Il y a l'ouverture des vitres manuelles, bon ça heureusement qu'il y a encore une vitre, le petit cendrier au cas où quelqu'un fume, et la petite vitre de custode. De ce que j'ai vu sur les BX, bah, apparemment il n'y a pas tout le monde qui l'a, donc c'est un petit peu la classe quand même. À l'avant, ça devient carrément de la folie, tellement c'est moderne et confort. Alors il y a le tableau de bord, mais bon ça je crois que vous l'avez déjà assez vu. Bon bah il y a la partie commande de chauffage, ça faut pas déconner, c'est pas super moderne non plus. On peut ranger ses pièces. Petit cendrier. Ici, quand il y a une porte qui s'ouvre, il y a un voyant qui s'allume. Il y a tout plein de petits trucs. Si le capot est ouvert, si les personnes n'ont pas leur ceinture, et pareil à l'arrière, ça s'affiche très joliment. Et derrière cette énorme trappe en plastique se trouve un autoradio cassette caché pour éviter à l'époque de se le faire voler, tellement c'était la classe d'avoir ça. Alors dans la BX, j'écoute quasiment que des cassettes et exclusivement du répertoire jazz, smooth, tranquillou. Parce que oui, c'est clairement ça l'ambiance dans cette BX. Le petit truc que j'ai pas encore montré, ben, c'était ça, c'était les réglages de hauteur. Donc ça c'était la hauteur la plus basse, la hauteur à laquelle je suis tout le temps, la hauteur intermédiaire et puis ben, la hauteur super haute, la fameuse hauteur agricole. Et puis voilà un petit peu le tout. Ici on peut apercevoir l'heure. Il y a un premier range bazar qui est là-dedans qui tient plus tout à fait bien, mais bon apparemment c'est connu, classique et ça ne veut jamais se fermer. Et puis le range documents intermédiaire avec une petite lumière s'il vous plaît. Et pour finir, la grande classe, ben ça c'était la partie anti-brouillard, ça c'est tout le monde ne l'a pas. Et la grande classe, c'est les fenêtres électriques. Alors ça c'est vraiment incroyable. Alors je suis censée pouvoir contrôler celle de l'autre côté, mais ça ne fonctionne pas. Ici non plus. Et j'ai la fermeture centralisée, mais qui fonctionne pas pour cette porte non plus. Parce qu'en fait, y a pas mal de trucs qui vont pas quand même. Alors comme ça fait quelques semaines là que je roule avec cette voiture, ben c'est sûr, je me suis rendu compte de quelques problèmes et en même temps, pour 500 €, je pouvais pas espérer ne pas avoir de soucis. Je savais très bien qu'il y aurait des trucs. Alors il y a des petits trucs que je savais depuis le début. Par exemple, je savais qu'il y avait 2 petits trous au niveau du bas de caisse, côté passage de roue. Donc, bah ça c'est pas trop grave, c'est juste je m'en occupe un jour quand j'ai envie. Mais après voilà, j'ai cette histoire par exemple de vitre électrique, ça c'est un petit peu chiant pour le passager quand il est avec moi. J'ai mon histoire du coup de compteur qui s'est pas résolue. Ça c'est pour ce qui était connu on va dire dès le départ à l'achat. Par contre, quand on a mis la BX sur le pont là, quand j'ai changé l'aile, alors il y a eu quelques trucs que j'avais pas forcément vus. C'était des conduites de frein mais des conduites solides. Qui commence un peu à être rouillé, voire même très corrodé. Et comme tout fonctionne là avec du LHM sur cette BX, ben faut vraiment que je m'en occupe. Autre chose que je savais mais dont je n'avais pas identifié l'origine, c'est une assez grosse fuite d'huile. Moi j'avais vraiment cherché sous le carter, je voyais pas très bien. Mais par contre quand elle était sur le pont, je voyais bien que c'était du coup un truc de joint spi. Et il y a un espèce de cache au-dessus du moteur qui fuit. Alors ça je le voyais vraiment qu'une fois que la voiture elle était en l'air. Et puis ben sur le trajet pour y aller il m'est arrivé quelque chose, alors je pense que c'est une bonne et une mauvaise chose dans le sens où ben, j'étais directement après chez lui donc il a pu me dire ce que c'était. Mais c'est l'apparition sur l'autoroute de ce joli petit voyant là avec cet autre voyant là. Alors le premier truc que je me suis dit c'est bon, on va mettre du liquide de refroidissement. J'en ai toujours sur moi. Donc là, j'avoue, j'ai un petit peu commencé à paniquer.
parce que je me suis dit, oh mince, je suis sur l'autoroute, il me reste encore pas mal de temps. J'ai du liquide de refroidissement, mais pas pour non plus trop longtemps. Alors après avoir bien laissé refroidir la voiture, j'avais ouvert mon bouchon. Et ben voilà. J'ai mis mon petit liquide de refroidissement. Hop. Sans en mettre trop partout. Bien à ras-bord, parce que si j'en perds, c'est qu'il y a une raison. J'ai remis mon bouchon et en fait j'ai redémarré ma voiture. C'est pas la première fois que j'ai une fuite de liquide de refroidissement sur une voiture, donc j'ai bien laissé tourner. Je me suis dit, bon, je me mets en dessous et je regarde si ça coule. Alors là il y a quelques taches, mais c'est parce que je sais pas viser. Mais au final il se passe 5-10 minutes et je vois rien de spécial. Je me dis bon, ok, peut-être que c'était qu'une petite fuite. Après ça, je reprends la route, je viens de mettre 750 ml de liquide de refroidissement. Je dis bon, il ne devrait pas y avoir de problème, j'ai pas vu de grosse fuite. Ça se trouve, l'autre fois j'ai mal fait le niveau et tout. Et une demi-heure plus tard, le voyant se remet, je remets exactement la même quantité, je reprends la route et là c'est un quart d'heure après. En fait, les échéances se rapprochent de plus en plus, mais quand je regarde en dessous, il n'y a toujours pas de fuite. Et c'est pour ça que je dis heureusement c'est arrivé à ce moment-là, parce que quand je suis arrivée chez JP, il m'a montré où c'était. Alors comme d'hab, vu d'en haut, on va de nouveau pas voir grand-chose. Mais ah si, on voit. Vous voyez ou pas? Moi je vois. Et juste ici, il y a un robinet. Et la fuite, elle viendrait de là. Alors comment on a vu que la fuite venait de là? Sous le châssis, c'était plein de liquide de refroidissement rose. Et peut-être qu'on va le voir là. Peut-être pas. Mais c'était tout mouillé là en dessous, donc forcément le liquide fuit au niveau de ce qui s'appelle un robinet et vient couler sous toute la voiture, ce qui fait que je ne pouvais pas forcément voir la fuite. Bon la liste des problèmes, elle commence vraiment à s'allonger. Autant là, ma petite histoire de rajouter de l'huile avant chaque trajet, ça allait, parce que ça tient quand même plutôt bien. Mais bon, je vais pas rajouter 1 litre d'huile là à chaque trajet, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis le coup de devoir s'arrêter toutes les 15 minutes pour lui mettre du liquide de refroidissement, c'est vraiment encore plus n'importe quoi. Puis il faudrait aussi que je m'occupe de la distribution, parce que au final j'ai acheté cette voiture et j'avais pas forcément de factures qui vont avec, donc j'ai aucune idée de quand ça a été fait. Et la courroie ça va, elle a l'air plus ou moins en bon état, mais ça se trouve ça fait vraiment très très longtemps. Et puis voilà. Et puis si je veux faire le boulot correctement aussi, il faudrait faire l'embrayage. Parce que à 330 000 km, je pense que c'est pas une mauvaise idée de le faire, surtout s'il n'y a pas eu de facture. Il y a des chances que c'est pas été fait. Et puis il y a quelques supports qui font que ça tremble vachement dans cette voiture. Donc voilà. Il y a quand même plutôt pas mal de choses à faire. J'avoue, depuis que j'ai récupéré cette voiture, c'est un peu la classe verte. Disons que j'ai pas fait grand chose dessus. En général, je me suis plutôt fait aider. Disons qu'à la base, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je sais pas, quand je l'ai récupéré, je voulais vraiment juste d'abord profiter avec. Je suis contente, je l'aime tellement. Mais voilà, maintenant c'est terminus. Les commandes de pièces sont passées et puis moi j'entends que ça arrive à la maison maintenant. Et d'ici là, si vous voulez soutenir la chaîne et surtout ne pas louper les travaux que je vais faire sur cette belle X, vous pouvez vous abonner, ça fait très plaisir. Mais vous pouvez aussi faire un tour sur ma boutique lachevronnée.fr, donc le lien est en description. Vous retrouverez des magnifiques stickers de très bonne qualité avec de très beaux visuels et pareil, de très beaux t-shirts, de très belles tasses et de très belles pochettes à documents et à outils que je couds moi-même avec des toiles de deux chevaux. Surtout qu'à l'occasion, j'ai sorti un petit t-shirt façon retour de vacances des années 80 pour la BX. Il est un petit peu oversize, moi je l'aime vraiment beaucoup. De mon côté, moi je rentre ranger mon garage parce que la BX prend quand même énormément de place par rapport à une 2 chevaux. Donc je vais tout préparer, je vais remonter la chèvre parce que du coup je vais sortir le moteur.